Alors, évidemment, ce que je vais apporter ici, c'est le point de vue philosophique, c'est-à-dire aussi un point de vue distanciateur et critique, par rapport, disons, à un certain enthousiasme vis-à-vis de la neurologie, de la méditation. J'aime bien une phrase qui est issue de l'un de mes collègues, philosophe et phénoménologue, c'est-à-dire spécialiste de la description de l'expérience vécue, un de mes collègues qui s'appelle Bruce Pégou, et qui dit que le rôle de la philosophie, c'est d'apporter de nouvelles questions à ce qu'on croit être d'anciennes réponses. C'est-à-dire que c'est exactement le contraire de ce que font les chercheurs scientifiques. Les chercheurs scientifiques essayent de poser, disons, de prendre les questions les plus aiguës qui se posent, disons, aux êtres humains en train d'essayer de maîtriser leur environnement et d'apporter des réponses. Les philosophes sont censés faire quelque chose d'autre, qui est finalement mettre en question ce qui est considéré comme déjà acquis. Donc la question que je vais poser ici, c'est est-ce que les rapports entre la mindfulness et l'humanisme seront synergiques ou est-ce qu'ils seront antagonistes? Pour l'instant, on n'a pas choisi. La mindfulness n'est pas automatiquement un partenaire et un serviteur de l'humanisme. Il se peut très bien que ça soit le contraire. Il se peut très bien que, finalement, la mindfulness devienne ce que j'appelle le cheval de Troie du post-humanisme, c'est-à-dire d'une doctrine qui veut remplacer l'humain par ses succédanés mécaniques, ses succédanés opératoires. Alors, pour comprendre évidemment en quoi peut consister la rencontre entre l'humanisme et la mindfulness, la première chose que j'ai à faire, c'est définir l'humanisme. Vous avez entendu que Karl Morin vous a proposé de magnifiques définitions de l'humanisme, et certaines autres définitions ont été proposées en référence à l'histoire, c'est-à-dire à la Renaissance, par exemple. Mais moi, j'ai envie de vous proposer une définition très très concise qui va nous permettre de travailler à partir de là. Alors, la définition que je propose, c'est la suivante. Attention, ça va être super concis et peut-être même pas complètement explicite au début. L'humanisme, c'est la décision de considérer la condition humaine comme une origine plutôt que comme une conséquence. Point. Ça, c'est la définition la plus ramassée. Maintenant, il faut déployer un peu. Alors, en fait, de façon plus explicite, on pourrait dire que l'humanisme tient la condition humaine pour l'origine de toute question sur le monde, plutôt que de considérer quelle est la conséquence de l'acte d'un créateur du monde. Ça, c'est absolument capital. L'humanisme, c'est finalement prendre l'homme pour un point de départ, y compris par exemple de la conception du divin. Même la conception du divin, selon l'humanisme, a pour origine l'être humain. Et sur quel plan exactement la condition humaine doit-elle être vue comme une origine selon l'humanisme? En fait, je pense qu'il y a trois plans de ce genre. Le premier lieu, si vous voulez, sur lequel la condition humaine doit être considérée comme première, comme originaire, selon l'humanisme, c'est que la condition humaine doit être, selon l'humanisme, c'est-à-dire, selon lui plutôt, une origine existentielle. Pourquoi? Eh bien, parce que l'homme est, parmi les êtres qui vont sur cette terre, l'un des rares qui est complètement conscient de lui-même. Parce que, finalement, l'homme est également conscient de sa finitude. Il ne peut pas tout. Il ne couvre pas absolument toute la sphère de l'existence. Et il est conscient d'être une ouverture située sur le monde. Il est quelque part. Il n'est pas partout. La deuxième chose sur laquelle l'humanisme insiste pour dire que la condition humaine est une origine, c'est pour dire que la condition humaine est une origine rationnelle, parce que l'homme a la liberté de juger, en évaluant selon ses propres critères, ce que lui présente l'expérience.
n'a pas à recevoir la leçon d'une puissance transcendante. C'est ça l'idée de l'humanisme. C'est finalement ce que Kant appelle le passage de l'humanité depuis l'enfance vers l'âge adulte. Dans un très beau texte que vous pouvez lire, c'est un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?», qui est à la fois une définition des Lumières du XVIIIe siècle et aussi en partie une définition de l'humanisme qui lui était passé par la Renaissance. Enfin, la condition humaine, ça doit être, selon l'humanisme encore, une origine éthique. Parce que l'homme est supposé diriger ses conduites selon l'évaluation de sa propre raison, comme le voulaient par exemple Spinoza et Kant. Et par exemple, pour faire cela, pour conformer ses conduites éthiques à sa raison, l'homme peut utiliser une maxime qui s'appelle l'impératif catégorique. Cette maxime, qui est appelée l'impératif catégorique, c'est Kant qui l'a formulée. Alors en quoi consiste justement l'impératif catégorique selon Kant? L'impératif catégorique, c'est ceci. Agis de telle sorte que la règle de ton action puisse servir de prescription universelle. Ça veut dire quoi? Si je pique la nourriture de mon voisin, ceci ne peut pas servir de maxime universelle, parce que si tout le monde piquait la nourriture de tout le monde, eh bien, ça serait le chaos, la guerre, etc. Ce n'est pas possible. Par contre, si je ne prends que ce qui m'est strictement nécessaire et que j'échange quelque chose avec mes partenaires pour cela, alors ceci peut servir de règle universelle parce qu'une société peut tenir avec cette règle-là. Voilà l'idée générale. D'accord? Donc c'est ma raison d'être des Lumières qui m'a dit qu'est-ce que je pouvais faire et ne pas faire dans le monde et dans la société. Bon, eh bien tout cela, si vous voulez, permet d'élever l'homme au-dessus de sa position antérieure de simple exécutant d'une loi imposée par une puissance transcendante. L'homme doit savoir comment s'orienter. Alors ces trois traits de l'humanisme que je viens d'évoquer ont des équivalents vécus, et non pas pensés seulement, dans la discipline bouddhique, c'est-à-dire évidemment dans la source même historique de la mindfulness. D'abord, la discipline bouddhique favorise la réalisation de la conscience comme origine et comme ouverture. Comme, pour emprunter une très belle phrase à Maurice Merleau-Ponty, comme un vide qui est prêt à se remplir de la plénitude du monde. D'accord? C'est très beau. D'abord, vous voyez immédiatement la connotation avec la vacuité bouddhique, et ensuite, vous comprenez aussi le sens de cette vacuité. C'est une réceptivité, une ouverture. En un sens, c'est une plénitude d'être qui attend d'être remplie de contenu. Donc, cette discipline bouddhique nous rapatrie depuis notre exil dans la succession des choses et des événements, en nous aidant à remonter vers leur présence fluente. Deuxièmement, par son antidogmatisme et par l'autonomie reconnue d'un jugement basé sur la propre expérience de l'homme, la discipline bouddhique n'est pas loin, je pense, des idées humanistes des Lumières. Il suffit de se souvenir de la célèbre phrase attribuée au Bouddha. Ne vous laissez pas guider par des rapports, par la tradition ou par ce que vous avez entendu dire. Lorsque vous vérifiez par vous-même que certaines choses sont défavorables, fausses et mauvaises, alors renoncez-y. Et lorsque par vous-même vous vérifiez que certaines choses sont favorables et bonnes, alors acceptez-les et suivez-les. Donc il y a une certaine autonomie de jugement qui est reconnue aux pratiquants. Le pratiquant ne doit pas se soumettre à une simple autorité sous prétexte qu'elle est une autorité. Il doit savoir expérimenter par lui-même, puis juger par lui-même à partir de cette expérimentation. Ça ressemble à l'autonomie de la raison des Lumières, sauf que cette fois, ce n'est pas seulement la raison, c'est aussi l'intuition et l'expérience. C'est plus vécu,
disons, mécanique, mais certainement du même ordre que les Lumières, par l'autonomie qui est reconnue au jugement humain. Enfin, l'éthique bouddhique, à mon avis, ressemble à une version vécue et incarnée de l'impératif catégorique kantien. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle nous invite à reconnaître le caractère construit et illusoire de l'ego qui, habituellement, nous pousse à agir à notre seul profit. Et au lieu de cela, à n'intervenir dans le cours des choses que de manière équanime, c'est-à-dire avec le souci du bien de tous les êtres sensibles, autrement dit encore, selon une maxime d'universalité. Il faut que le bien soit équitablement réparti. Donc c'est tout à fait pareil que la maxime d'universalité, sauf que la maxime d'universalité de l'impératif catégorique kantien, sauf que dans le cas de Kant, c'est la raison qui le prescrit. Dans le cas de la discipline bouddhique, cela peut être vécu, perçu, ressenti par une transformation de tout l'être qui est induite par exemple, les pratiques de la compassion, etc. Alors donc, le problème que je vois, c'est que l'humanisme et sa contrepartie bouddhiste vécue sont en fait très fragiles, car les deux représentent un enseignement, une manière d'être, de la responsabilité et de l'autonomie de la personne. Dans l'histoire individuelle et collective, il y a beaucoup de circonstances où on peut se mettre presque à redouter un excès de liberté et de responsabilité. Le bouddhisme n'est pas une chose facile. C'est un choix audacieux, je dirais, de la personne. Parce qu'on doit oser, au fond, faire face à l'immensité des problèmes existentiels de l'homme avec nos propres ressources, qui sont les ressources d'un être qui à la fois est fini, limité, mais qui en même temps est capable de s'ouvrir à l'immensité de ce dans quoi en fait il est impliqué, c'est-à-dire l'univers et tous les êtres sensibles. Alors donc je disais qu'on peut redouter la liberté et la responsabilité, et on peut donner un très bel exemple dans la mythologie. C'est l'exemple d'Ulysse. Quand il était en train de naviguer dans la mer des sirènes, eh bien, qu'est-ce qu'il faisait, Ulysse ? Il avait à la fois la fascination de ce qu'il allait voir, c'est-à-dire les sirènes, et de ce qu'il allait entendre, c'est-à-dire le chant des sirènes, mais la peur de sa propre liberté, car il pensait que sa liberté allait inévitablement le conduire à plonger dans la mer des sirènes et à se noyer. Et donc, ayant peur de sa liberté, il s'est fait lier par quelqu'un d'autre au mât de son navire, de façon à pouvoir ne pas être libre. Donc il se peut quelquefois qu'on ait envie de ne pas être libre. Alors quelles sont donc les manières de se soustraire à la responsabilité, à la maturité humaniste, après avoir goûté à cela? En repartant de ma brève définition de l'humanisme, selon laquelle, vous vous rappelez, cette doctrine fait de la condition humaine une origine plutôt qu'une conséquence, j'aperçois deux façons d'échapper à la liberté et à la responsabilité humaniste. Par le haut ou par le bas. On peut échapper à la liberté par le haut de la verticalité théologique et dire « moi je ne suis pas responsable, c'est Dieu qui va me dire ce que je dois faire ». Il y a un livre dans lequel il y a les commandements. C'est ce que dénonçait, ce qu'on parlait de Spinoza, ce que dénonçait Spinoza dans le traité théologico-politique. C'est, au fond, cette délégation de responsabilité à une autorité. Mais on peut aussi échapper à la responsabilité et à la liberté par le bas de la mécanisation de l'esprit. Parce que, dans le cas où on accepte que finalement nous ne sommes qu'une sorte de mécanique déterministe, eh bien nous ne sommes plus responsables de nos actes. C'est quelque chose d'autre qui est responsable de nos actes, c'est eh bien, la nature, avec tous ces mécanismes qui nous fait agir comme si nous étions des pantins. Dans les deux cas, alors peut-être que j'exagère un peu les traits, mais dans les deux cas, on est un peu des pantins. On est des pantins d'un créateur, ou on est des pantins d'une mécanique déterministe de la nature. Donc on est
gouverner entièrement, perd sa liberté, sa responsabilité, soit par abdication vis-à-vis d'une autorité, soit par abdication vis-à-vis d'une nature qui est supposée être une mécanique, inexorable. Alors, cette échappée par le haut, je vous l'ai déjà mentionné, elle consiste à subordonner la condition humaine à une puissance divine. Mais la manière dont cette subordination s'impose aux hommes mérite d'être explicitée. C'est Kant d'ailleurs qui le dit aussi. Quelqu'un d'autre que nous-mêmes s'empare du pouvoir de juger. Cet autre, dit Kant, nous demande ceci. Ne raisonnez pas, croyez. Cet autre, donc, enseigne à faire la différence entre ce qui est moral et ce qui est immoral, entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puisqu'il est censé le savoir mieux que nous, cela nous dispense de tout effort. Mais si cet autre s'investit de l'autorité pour le faire, c'est en déclarant être le porte-parole d'une perfection transcendante. Car l'autre se garde bien de se prévaloir d'une pensée incertaine et exposée. Il prétend exprimer ce qui le dépasse, ce qui nous dépasse, et il s'abrite ainsi de toute contestation. Puis, il imprime sa marque sur les esprits par une habile combinaison de charisme magnétique, de crainte inspirée et de culpabilité instillée. Ne faites pas le bien, vous irez en enfer, etc. Le préjugé s'intériorise et l'autre est alors devenu soi-même. Soi-même dont la pensée s'est tue, mais qui incarne désormais une pensée sans auteur, une pensée tellement figée qu'elle ne mérite même plus le titre de pensée. Soi-même qui n'a désormais aucun mal à admettre que son verbe stéréotypé est d'origine transcendante, puisqu'il s'est imposé sans justification. Alors là, je fais juste un petit commentaire. Le bouddhisme m'a toujours épaté par son absence de prescription. Certes, il y a quelques vœux qui sont faits par les moines, mais quand on regarde par exemple la fameuse voie octuple, c'est quelque chose qui est extraordinairement non déterminé. On vous dit, il faut avoir la parole juste, l'action juste, le regard juste, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que la parole juste? Qu'est-ce que le regard juste? Qui nous le dit? Nous devons le savoir dans le contexte qui est celui de notre action future. Personne ne peut nous dire a priori ce qui va être juste. C'est à nous de le savoir, c'est à nous de nous adapter. Et c'est ça la différence capitale. Mais il y a donc aussi, vis-à-vis de cette liberté et de cette responsabilité humaniste et bouddhique, une échappée par le bas, au moins aussi répandue de nos jours. Elle revient d'abord à demander à la raison de bâtir un édifice de concept assez solide pour que l'activité rationnelle y devienne paradoxalement superflue. Ça paraît un paradoxe, une contradiction. Comment est-il possible que la raison construise un édifice assez solide pour que l'activité même de cette raison devienne superflue? Mais en fait, on est en plein dedans. C'est ce que nous faisons tous les jours. L'activité rationnelle construit d'abord un édifice scientifique, puis un édifice, disons, algorithmique, puis un édifice informatique. Et du coup, à partir de là, on n'a plus besoin de penser puisque ça pense pour nous. On a besoin de penser pour créer d'autres dispositifs qui penseront pour nous. Mais c'est ça le mécanisme extraordinaire, c'est qu'on est en train, comme le dit un de mes collègues philosophes qui s'appelle Marc Richir, de penser pour ne plus jamais penser. C'est-à-dire de penser les mécanismes mêmes qui nous dispenseront de penser. C'est assez formidable. C'est l'intelligence artificielle, si vous voulez. Bien, alors du coup, le post-humanisme, qui promet la relégation de l'humanisme parmi les volumes poussiéreux d'une bibliothèque devenue illisible, n'est pas qu'une perspective technologique lointaine. Il est d'ores et déjà installé dans notre idéologie quotidienne. Le terrain lui a été en fait préparé par l'expansion sans limite de ce qu'un philosophe allemand, Axel Honneth, appelle la réification, c'est-à-dire la transformation de tout en chose, y compris la transformation de la condition de possibilité pour que quoi que ce soit posé comme chose en une autre chose. Réifier, c'est quoi? C'est transformer chaque pôle de signification autour duquel s'organise une vie mentale et sociale
en une chose qui peut faire l'objet d'une transaction marchande. C'est ça, le vrai but de la réification, c'est ça. Transformer, par exemple, les services en choses échangeables. Quelqu'un vous propose, je sais pas, quelqu'un vous propose du bien-être en échange d'argent. Même le bien-être peut s'acheter, et ainsi de suite. Même, par exemple, la planète peut se découper en parcelles et se vendre. Alors que c'était auparavant, dans les sociétés pré-occidentales, non pas un service rendu, non pas une chose, la planète, mais c'était une puissance avec laquelle on était en quelque sorte en harmonie et qui vous offrait, qui ne vous vendait pas ces services, qui vous les offrait à condition justement d'avoir poussé l'harmonie jusqu'au bout. Donc voilà, réification. Même l'ultime réduit de l'humanisme des Lumières, qui est le sujet pensant et voulant, est en train d'être réifié. La source des gestes objectivants, c'est-à-dire l'être pensant, voulant, aimant et ainsi de suite, même lui, est devenu le thème privilégié d'une entreprise d'objectivation, laquelle l'entreprise des sciences cognitives, des sciences neurocognitives. Le sujet est en train de devenir objet. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est à voir. Si c'était possible, moi j'aurais rien à dire. Je dirais, ben voilà, on n'a plus qu'à cliquer, c'est terminé, c'est comme ça. En fait, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, et je vais vous le dire tout à l'heure. Donc, désormais, je ne pense plus, je ne rêve plus, je ne décide plus. Mon cerveau pense. Ma matière grise rêve. Mon cortex cérébral se détermine en monde. Et il y a tout un vocabulaire qui est très répandu de nos jours, que vous connaissez très bien. Il y a un passage de la première personne à la troisième personne. Notre cerveau est capable de. Notre cerveau vise tel et tel but. Notre cerveau a des émotions, etc., etc. Et non pas j'ai des émotions. Ou nous avons des émotions. Passage de la première à la troisième personne. L'approche en troisième personne des sciences neurocognitives rend caduque jusqu'à l'emploi de la première personne devant le médecin et dans la vie courante. Il arrive, c'est pas toujours le cas, mais il arrive qu'on aille chez le médecin avec une sorte de pré-diagnostic. Je me rappelle, j'ai eu des exemples assez extraordinaires de certaines personnes qui, au lieu de décrire leurs états de détresse ou de déréliction personnelle, disaient au médecin des choses du genre mon cerveau a une perte de sérotonine ou quelque chose comme ça. Je l'ai entendu, c'est pas juste une histoire comme ça. Mais si je est une chose, alors le remplacer à terme par une chose semble un geste anodin. L'humain s'étant déjà reconnu post-humain parce qu'il est une chose selon sa propre science, alors le remplacer par une autre chose, qui est par exemple un super ordinateur ou un super réseau neuronal, comme le post-humanisme le suggère, cela va sans dire. Ça va être fait, tout simplement, parce que nous sommes un mécanisme, un autre mécanisme nous remplace. En principe, la pleine conscience devrait être l'antithèse de cette mécanisation de l'humain. Elle devrait l'être parce qu'elle vise à accomplir un retour vers la source d'expérience au lieu de consentir à une projection de soi dans le domaine des objets. Elle devrait l'être parce qu'elle est censée nous libérer des conditionnements et des mécanismes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Elle devrait l'être parce qu'elle nous reconduit au lieu vide et neutre où notre vie peut se renouveler, se réinventer, échapper aux déterminismes sociaux et économiques, c'est-à-dire justement éviter la réification. Si la pleine conscience devrait représenter l'antithèse de cette mécanisation de l'humain, c'est aussi parce qu'elle nous amène à toucher de près, pour ne pas dire à coïncider avec, le lieu où naît la motivation des savoirs objectifs. Pourquoi, au fond, on aime tellement objectiver? Ça semble évident. Il faut connaître. Et pour connaître, il faut qu'on acquiert
un savoir objectif. Et pour qu'on acquiert un savoir objectif, il faut qu'on fasse abstraction de nous-mêmes dans le savoir. Mais qui l'a dit? Pourquoi le faire? Quelle raison a-t-on de le faire? Ben, cette raison, cette motivation, on va le trouver dans notre expérience consciente et pas ailleurs. Donc la pleine conscience nous amène au contact de la motivation qu'on a de faire science. Et donc elle précède logiquement et existentiellement la science objective. Donc, or vous le savez, même la pleine conscience tend à être annexée d'une manière ou d'une autre par un projet post-humaniste qui n'ose pas dire son nom. Ma cible, lorsque j'exprime cette crainte, n'est pas seulement le projet d'étudier les corrélats neurobiologiques de la conscience, comme mes collègues le font très bien, parce qu'après tout, les conséquences qu'auront les études de ce genre ne sont pas écrites d'avance. Elles dépendent de l'interprétation qu'on leur donne et de l'esprit dans lequel elles sont conduites. Tout à l'heure, j'ai essayé de dire qu'il y avait deux interprétations possibles des corrélats neurologiques de la pleine conscience. Soit c'est que la pleine conscience manifeste, si vous voulez, une illusion que nous nous faisons pour nous cacher à nous-mêmes la réalité objective révélée par la science, soit c'est le contraire, c'est-à-dire la pleine conscience nous permet de débarrasser notre esprit des discriminations, des découpages du phénomène en petits morceaux et nous permet d'accéder à la réalité vécue de la non-dualité, à la nature de l'esprit, selon les disques tibétains, qui est aussi, parce qu'elle est non-duelle, la nature de l'être. Donc on a les deux possibilités d'interprétation. Les choses ne sont pas écrites d'avance, mais attention, il y a aussi une idéologie par derrière, une idéologie qui dit que l'objectivité, c'est synonyme de réalité. Pour vous, peut-être pour certains d'entre vous, ça va de soi, et que je le conteste peut sembler invraisemblable. Et pourtant, il faut le mettre en doute, parce que ce n'est pas évident. On en reparlera si vous voulez dans les questions. Ça serait peut-être un peu trop long à écouter. Alors, si elle sert de prélude à ce que Chogyam Trungpa a dénoncé sous le nom de matérialisme spirituel, alors en effet, les pratiques de pleine conscience risquent de nous faire basculer dans le post-humanisme et non pas de nous laisser épanouir l'humanisme. Si elles visent au contraire à favoriser l'idéal de ce que Longchenpa appelait la grande liberté naturelle de l'esprit, dans le titre de l'un de ses livres, en contribuant à intégrer la pratique de la méditation dans notre culture et en s'ajoutant aux moyens habiles dont disposent les enseignants, alors elles peuvent nous enraciner du côté de l'humanisme. Donc tout dépend de ce qu'on va en faire. Bon, certains d'entre vous penseront que de toute manière, si la réalité est fondamentalement matérielle, et si la conscience en émerge, comme on le dit en général dans la sagesse commune, entre guillemets, de la neurobiologie, des neurosciences cognitives, si donc la conscience émerge des processus complexes du cerveau des mammifères évolués que nous sommes, alors il est parfaitement légitime qu'une pratique telle que la pleine conscience soit codifiée conformément à cette réalité et à ce que nous en révèlent les neurosciences. D'autres se diront sans doute qu'après tout, si ces procédés d'automatisation peuvent contribuer à la réalisation spirituelle, il n'y a pas de motif de s'en passer. Et donc, pour aller jusqu'au bout de mon argument, il faut que j'argumente rapidement pour vous dire pourquoi il me semble que ces deux concessions présupposées du post-humanisme ne marchent pas et ne devraient pas être faites. D'abord, la lecture purement matérialiste de l'humain est tout simplement fausse, parce qu'elle est pour beaucoup de raisons. La première raison, c'est que souvent, on ne tient pas compte de la totale réciprocité qu'implique la fameuse corrélation neuropsychique. On a l'impression, et d'ailleurs dans la plupart des articles et des bouquins de neurosciences cognitives, toutes les formes de langage qui sont utilisées sont asymétriques. On considère que tout se passe comme si
on dit souvent que le cerveau ou le processus neurocognitif qui se déroule sur le cortex cérébral sous-tend le psychisme, sous-tend l'activité mentale, sous-tend la conscience. Le mot sous-tendre évoque irrésistiblement quelque chose de plus profond, de plus fondamental. L'activité mentale n'en étant qu'une efflorescence. Et à plus forte raison, la fameuse conscience phénoménale, c'est-à-dire le simple fait d'avoir une expérience. Tout cela, on dit que c'est sous-tendu par des mécanismes nouveaux. C'est une phrase qui est quasi universelle dans les textes que nous trouvons. Bon. Mais, quand vous y réfléchissez un peu, vous savez tous que la réciprocité est totale. Que s'il est vrai qu'on peut modifier une activité mentale ou un contenu d'expérience en agissant sur les processus neurophysiologiques, il est tout aussi vrai à l'inverse qu'on peut moduler les processus neurophysiologiques par une incitation mentale. Je peux vous demander de penser à un éléphant et tout à coup, vous aurez une certaine région de votre cerveau qui va s'activer et qui va correspondre justement à cette activité mentale. Donc je peux aussi bien modifier non seulement d'ailleurs l'activité physiologique, mais aussi même la neuroanatomie en vous proposant une pratique itérative. Par exemple, là, on sait que la pratique de la mindfulness peut modifier massivement les connexions de la matière blanche qui connecte entre les régions du cortex cérébral. Bon, voilà un exemple de ce qu'on appelle la downward causation, c'est-à-dire la causalité descendante depuis le mental jusqu'au cérébral, plutôt que depuis le cérébral jusqu'au mental. Donc la réciprocité du mental et du cérébral est complète. Le mot sous-tendre, le verbe sous-tendre est donc de trop. C'est le premier argument. On peut en discuter, parce qu'il peut y avoir aussi des objections et aussi des réponses. Mais une deuxième chose très importante que j'aime bien, un second argument que j'aime bien, c'est celui que j'appelle l'argument de la contradiction performative. Qu'est-ce que c'est qu'une contradiction performative? En général, on se contredit dans les mots. C'est-à-dire, je peux vous dire, cette table est jaune et cette table est rose. Et vous allez me dire, mais les deux propositions ne sont pas compatibles. Soit la table est jaune, soit la table est rose, et ça ne peut pas être les deux à la fois. Ça, c'est la contradiction logique. Mais il y a une autre sorte de contradiction, la contradiction en acte. Si je dis je n'existe pas, c'est absurde, parce que ma parole même, l'acte de parler, est la manifestation même de ce que et par suite, ma parole ne peut pas annuler l'existence qu'elle manifeste par sa présence sonore. Ce n'est pas possible. Ou alors, bon, il y a beaucoup d'autres exemples de ce genre de contradiction. Bien. Maintenant, supposez que je sois un neurobiologiste et que je vous dise ma conscience est secondaire à un fonctionnement neurophysiologique. Et alors là, je demande à ce neurobiologiste, vous en êtes convaincu de ça? Évidemment, il va dire, oui, bien sûr, j'en suis convaincu. Mais cette conviction, c'est quoi? Cette conviction, c'est un acte de conscience. Et donc, ce qui sous-tend, si vous voulez, la thèse de la secondarité de la conscience par rapport à l'activité neurobiologique, c'est un acte de conscience qui est l'acte de conviction que cette thèse est vraie. Et donc, il y a toujours derrière un acte de conscience. De la même façon, pour vous donner un autre exemple, j'étais en train de faire une conférence sur la méthode de Claire Petit-Mangin, l'explicitation de l'expérience en première personne. Et cette méthode est basée sur le réveil de la mémoire des personnes. On essaye de les faire revenir sur un moment d'expérience et on leur demande de déployer dans tous les sens ce moment. Et quelqu'un, évidemment, me faisait l'objection, mais attention, la mémoire est trompeuse, et donc peut-être que vous réveillez quelque chose qui n'est autre qu'une illusion. Je dis, en effet, c'est possible,
Mais en général, ce n'est pas le cas. Donc on me dit, mais si, mais c'est toujours le cas, la mémoire est toujours trompeuse, etc. Je dis, ok, qu'est-ce qui pour vous n'est pas trompeur? Et on me répondait, eh bien, une preuve scientifique n'est pas trompeuse. Par exemple, si j'ai fait une expérience, que tout le monde peut la constater, là, il n'y a pas de problème, je suis sûr. Et je disais, vous êtes sûr alors que l'expérience que vous venez de faire, l'expérimentation que vous venez de faire, a donné le résultat que vous soutenez maintenant? On me dit oui, bien sûr. D'où vous tirez votre certitude? Maintenant, à cet instant même, de toute évidence, c'était d'un souvenir. Le souvenir d'avoir fait l'expérimentation. Donc de toute évidence, là encore, il y avait une contradiction performative à dire qu'on ne croyait pas à la mémoire, mais on croyait à la valeur d'un résultat de l'expérimentation scientifique. Si on ne croit pas à la mémoire, rien n'est possible. Pas même la conviction sur une vérité scientifique. De même, si je considère que mon expérience consciente est quelque chose de purement secondaire, je ne peux pas le faire sans me contredire immédiatement parce que je suis convaincu maintenant, à cet instant, que c'est le cas. Le problème, c'est que les chercheurs s'aperçoivent difficilement de cette contradiction. Pourquoi? Parce que pour s'apercevoir de cette contradiction, il ne suffit pas de voir en quelque sorte deux propositions se contredire l'une l'autre. Il faut voir d'un côté une proposition et de l'autre votre état présent de conscience. Et être pleinement conscient du fait que cette conviction du caractère secondaire de la conscience est encore un acte premier de conscience. Si je n'ai pas, si vous voulez, la pratique de la pleine conscience, je n'aurai pas la possibilité du moins j'aurais du mal, à me rendre compte à quel point c'est cet acte de conscience présent qui est premier par rapport à tous les contenus de conviction que je peux avoir, y compris la conviction de la secondarité de la conscience par rapport à un fonctionnement neurobiologique. C'est ce que j'appelle le point de vue contemplatif sur les neurosciences, à opposer au point de vue neurobiologique sur les disciplines contemplatives. C'est-à-dire qu'on peut avoir, si vous voulez, une méthode qui prend comme objet les disciplines contemplatives et qui donc essaye de comprendre leur, entre guillemets, mécanisme objectif. Mais on peut aussi faire le contraire, c'est-à-dire qu'on peut avoir une lucidité pleinement consciente sur l'origine et le statut des sciences objectives. L'une des personnes qui a le mieux fait ça, enfin il y a plusieurs philosophes, mais je pense que je peux compter comme deux philosophes qui ont très bien fait ça, Emmanuel Kant, encore lui, et Edmund Husserl, le fondateur de la phénoménologie, qui pourtant était mathématicien, donc qui connaissait très bien les sciences, mais il s'est à un moment arrêté de faire des mathématiques, il a suspendu son jugement, les fameuses époquées, en grec, et il s'est mis à réfléchir sur les conditions qui lui permettaient de produire des jugements mathématiques ou des jugements scientifiques en général. Voilà, donc ça c'est un point de vue pleinement conscient sur les sciences, à opposer au point de vue scientifique sur la pleine conscience. Inversion de la perspective. Bon, je pense que je peux m'arrêter là parce que c'est suffisant, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Mais voilà, vous voyez qu'on peut, disons, être prudent concernant les conséquences ou les enseignements de ce que nous apprennent les études neurobiologiques sur la méditation de la conscience. Ce n'est pas, encore une fois, qu'il ne faille pas les faire, loin de là, mais simplement qu'il faut toujours, comme toujours, c'est-à-dire qu'il faut toujours savoir quel est le sens de ce qu'on fait, quels sont les présupposés métaphysiques de l'enquête, et quelle est l'assise de bien fondée épistémologique de la découverte que l'on a faite en neurobiologie de la méditation. Voilà. Merci. Merci. Excusez-moi.
moi, ma question peut peut-être sembler bête, mais tout à l'heure vous parliez de réalité et de réalité objective. Je voulais vous demander, c'est quoi votre définition de réalité? C'est une très bonne question. Là, vous avez touché au cœur de la question. Voilà, ça c'est un problème capital. Qu'est-ce que la réalité? Et vous aurez autant de définitions que d'approches. C'est-à-dire, si vous considérez que, par exemple, l'efficacité d'une théorie est le témoin du fait qu'elle a capturé quelque chose de la réalité, alors vous accorderez toute votre confiance concernant ce que l'on peut dire de la réalité aux théories scientifiques. Parce que les théories scientifiques sont les guides de pratiques efficaces. Personne n'en dit. Ça, c'est la chose qui est évidente. On en est, voilà, tout ce qu'on a ici en témoigne. Donc ça, c'est une première définition de la réalité. La réalité, c'est ce qui est capturé par une pratique qui est efficiente. Mais attention, prenez les êtres vivants. Les êtres vivants sont viables. On peut donc dire, en un certain sens, qu'ils sont efficients. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont capturé quelque chose de la réalité au sens où ils ont une représentation de la réalité? Moi, je prétends que non. Parce qu'une mouche est aussi viable qu'un éléphant, une souris aussi viable qu'une bactérie et réciproquement, et pourtant tous ces êtres sont profondément différents. Ils ont une seule chose en commun, que Francisco Varela connaissait très bien, c'était le caractère autopoïétique, la capacité à se faire soi-même. D'accord? Et donc, il n'y a rien en elles qui reproduise, qui soit un reflet de leur environnement. Donc, être viable, être efficace et avoir capturé quelque chose de la réalité, c'est deux choses totalement différentes. Donc, moi, je prétends que les théories scientifiques peuvent être parfaitement viables, parfaitement efficaces et pas nécessairement une représentation de la réalité. Première grosse critique. Deuxième grosse critique. La réalité, ça peut être quelque chose, si vous voulez, sur quoi nous nous accordons tous. C'est ce qu'on appelle la vérité objective. Objectif, ça veut dire ne pas dépendre de mes états personnels, mais pouvoir être partagé par tous. Être tel que nous pouvons être tous d'accord. Est-ce qu'il est vrai qu'une vérité objective soit nécessairement la capture d'une réalité? Là encore, pas forcément. La vérité objective peut simplement être une vérité valable pour s'orienter collectivement dans un certain milieu au fond, dans lequel on a à être viable. Mais il se peut très bien que le contact majeur avec la réalité ne soit pas celui qui consiste à découper le champ des phénomènes en morceaux et à ne retenir que ce que nous pouvons échanger entre nous et ce sur quoi nous pouvons tous être d'accord, mais au contraire, que la réalité, c'est ce qui nous est le plus intime, ce que nous pouvons en quelque sorte goûter ici et maintenant, dans une expérience qui ne concerne que nous, mais qui en même temps est totalement universelle parce que nous l'avons tous. Et ça serait peut-être la réalité réelle. Ce n'est pas une réalité objective, c'est une réalité de contact, une réalité d'immédiateté, une réalité d'existence, une réalité vécue. Et là, je vais vous donner un mot, enfin, je vais un petit peu travailler sur un mot qui va vous donner un goût de ce que je veux dire, c'est le mot connaître. Qu'est-ce que connaître? Alors, pour les scientifiques, connaître, c'est justement capturer des traits objectifs de l'environnement et des phénomènes. C'est-à-dire des traits qui peuvent être partagés par tous. Mais un poète français, Paul Claudel, a remarqué que le mot connaître pouvait être décomposé, même si c'est une fausse étymologie, ça n'a pas d'importance, pouvait être décomposé en co et naître. C'est-à-dire naître avec. Et que la vraie connaissance, dans ce cas, ce n'est pas la connaissance distanciatrice, objective, séparatrice et discriminatrice,
mais que c'est la connaissance par coïncidence, la connaissance vécue, la connaissance par acquaintance, disent les Anglais. Voilà. Et là, on est au contact de la réalité, même si on ne l'a pas, en quelque sorte, découpée de façon à la rendre utilisable. Voilà les deux acceptions de la réalité qui correspondent, si vous voulez, à deux acceptions de la connaissance aussi. Est-ce qu'on connaît ou est-ce qu'on connaît? Dans cette connaissance, ce mouvement de naître ensemble, il y a justement du mouvement, de l'élan, une dynamique, il y a quelque chose qui peut peut-être... Tout à fait. Alors, il y a ces deux modalités de la connaissance, ou ces deux définitions de la réalité, correspondent sans doute à deux mouvements différents. La connaissance objective scientifique, c'est un mouvement d'extériorisation et de capture. Il me manque quelque chose, je vais aller le chercher. Il me manque une capacité de prédire, parce que les choses m'échappent un peu, je ne sais pas comment faire, je crains que quelque chose d'inattendu m'arrive et que je sois menacé par cet inattendu, alors j'essaie de fabriquer des théories prédictives. Donc je vais chercher quelque chose et je m'approprie ce quelque chose. Mais l'autre mouvement, c'est différent. Ce n'est pas un mouvement de sortie et d'appropriation, c'est au contraire un mouvement de rapatriement et d'habitation de là où on est. C'est le retour. Dans un cas, c'est le départ, dans l'autre, c'est le retour. Francisco Varela le disait très bien. Il disait que l'expérience la plus profonde qu'il ait eue, c'est l'expérience de breakthrough, comme disent les maîtres spirituels, c'est quoi? C'est simplement l'expérience de retourner à la maison. Et c'est-à-dire que c'est une expérience de retrouver ce qu'il avait perdu et qu'il était en train d'essayer d'aller chercher ailleurs, mais qui en fait était tout près de lui et que le maître l'avait aidé à retrouver. C'est ça les deux mouvements. Je pense d'ailleurs que les deux mouvements sont parfaitement symétriques. Je pense qu'il ne faut pas non plus considérer que l'un est exclusif de l'autre. On ne peut revenir que si on est parti. Et donc il y a là je dirais plutôt qu'une exclusion de l'un des mouvements au profit de l'autre, il y a une sorte de dialectique, une sorte de va-et-vient, et d'externalisation et de retour. Je voudrais poser une question qui est peut-être un petit peu de travers par rapport à votre propos. C'est le rôle de la philosophie, c'est aussi de revisiter les concepts. Et là, je vais me tourner sur la notion de conscience. Parce que finalement, on oppose conscience et cérébrale. C'est peut-être un peu dangereux. Je repars d'une spéculation de Stanislas qui dit que finalement, le cerveau, ça pourrait être... On pourrait imaginer, le cerveau plus imaginaire, plus la pensée dans l'ensemble, comme un théâtre la scène serait une forme de trapèze, très large dans le fond et très étroit devant, et qu'un état de conscience, c'est celui qui est devant la scène, en sachant qu'il n'y a pas de spectateur. Et donc, ça, c'est un aspect. Finalement, on parle de la conscience, en fait, il y a des états différents de conscience. Et la deuxième chose, ce que l'on sait, c'est que, quelque part, l'apparition de la conscience, par exemple, quand on prend la décision de lever le doigt, la conscience de cette décision, elle arrive avec quelques, peut-être, millisecondes après que le cerveau ait décidé. Donc il y a une notion de temporalité qu'on ne prend pas. Ce qui ne préjuge pas du fait que ce soit le cerveau qui décide, c'est autre chose. Mais on doit réfléchir dans la notion du flux,
et que finalement on a surestimé peut-être le poids de la conscience par rapport à ce qui se passe dans les productions hautes de l'esprit, mais qui ne sont pas forcément conscients au moment où ça se produit. Alors ça, c'est un premier axe. Et le deuxième, mais il est beaucoup plus simple, c'est-à-dire qu'en neurosciences, on travaille sur l'objet conscience à travers notre conscience. Donc, sur le plan scientifique, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'on a peut-être mis neuro avant scientifique. Et ça a été dit tout à l'heure en plénière, quelque part, les neurosciences vont inviter à réfléchir à une autre forme de science que celle qui existe pour traiter ça. Et alors, là, vous m'avez posé beaucoup de questions, effectivement, sur le statut neuroscientifique de la conscience. J'ai aussi mes positions, j'ai exprimé dans un bouquin encore plus épais que celui de Dehaene, et qui critique tout ce que fait Dehaene, justement. Donc c'est un peu le contrepoint, c'est intéressant. En particulier, bon, il y a la théorie, vous connaissez la théorie de Dehaene, c'est la théorie de l'espace de travail neuronal global. Et l'espace de travail neuronal global, c'est l'équivalent de ce que vous avez appelé la scène. Mais qu'est-ce qu'une scène si le spectateur n'est pas là? Qu'est-ce qui fait qu'il y a l'apparition d'un spectacle s'il n'y a pas de spectateur? Ça, c'est une difficulté qui, en tout cas, n'est pas résolue par cette métaphore. Ça ne veut pas dire que ça n'est pas une autre manière de le résoudre. Alors, je vois beaucoup de problèmes dans ça. L'un des problèmes, c'est que la théorie de l'espace neuronal du travail global permet de rendre raison des moments où le critère de conscience de quelqu'un est rempli. Quel est le critère de conscience habituel quand un neuroscientifique rencontre un autre être humain? C'est que cet autre être humain, que ce soit à ce moment-là ou de façon différée dans le temps, sera capable de parler de son expérience, de faire un rapport verbal. Il se trouve que l'espace de travail neuronal global est absolument corrélé, l'activation de cet espace de travail neuronal global est corrélée avec la possibilité qu'a quelqu'un de parler de son expérience. Mais est-ce que ça veut dire que dans les cas où la personne ne parle pas, elle n'était pas consciente? Ce n'est pas évident. L'un des arguments les plus forts que je connaisse, c'est justement la méthode de l'explicitation de l'expérience de Claire Petit-Mangin, qui peut faire revenir au jour des choses que la personne croyait ne jamais avoir vécues, qu'elle croyait ne pas pouvoir décrire ou raconter. Il y a des choses qu'on a vécues, mais vécues de façon consciente, et qui pourtant ne sont pas rapportées, et dans certaines circonstances, pas rapportables. Donc, le fait si vous voulez, de corréler l'activité de ce fameux espace de travail avec un rapport verbal n'implique pas que cet espace de travail soit le corrélat de la conscience avec un grand C. Premier point. Deuxième point, il se trouve que cet espace de travail global, s'il est le corrélat de quelque chose, est le corrélat disons, de modalités extrêmement évoluées de ce qu'on appelle la conscience, c'est-à-dire essentiellement la réflexivité, le fait de se savoir avoir une expérience, et le fait de rassembler toutes les activités mentales dans un seul acte de perception ou d'apperception. Donc c'est les deux fonctions de synthèse et de métacognition qui sont bel et bien corrélées avec l'activité de l'espace de travail neuronal global. Oui, mais quid de l'expérience de tout ça? Ce que Ned Block appelle la conscience phénoménale. Le fait que cela fait quelque chose d'être un être en train de réfléchir. Eh bien ça, personne n'a pu montrer quelque corrélat neuronal que ce soit de ça, de cette modalité extrêmement, à la fois extrêmement universelle et extrêmement primitive de la conscience. Personne ne sait d'où ça vient. Donc c'est un problème. Deuxième point, vous faisiez allusion à l'expérience de Libet, qui est en général interprétée comme disant le cerveau prend la décision avant que la conscience n'apparaisse. Et là, on a l'impression qu'il y a
déjà, rien que dans cette façon de parler, on a l'impression qu'il y a du dualisme. Le cerveau d'abord, puis la conscience. Et c'est exactement comme ça que s'est exprimé Libet, d'une façon quasi dualiste. Mais là aussi, personne n'a démontré qu'avant le processus où le sujet se met à dire « Oui, maintenant je sais que je suis en train de prendre la décision », entre ce moment-là et le moment antérieur où, comme on le dit, le cerveau commence à esquisser le fameux potentiel prémoteur, c'est-à-dire la prédécision de bouger, entre les deux, est-ce qu'il n'y a pas des formes et peut évoluer, certes, peu verbalisées, mais néanmoins existantes de conscience? Eh bien, oui. Je peux vous dire que, par exemple, là aussi, Claire Petit-Mangin a travaillé sur des patients épileptiques qui, au début, ne savaient rien de ce qui se passait dans les prodromes de leur crise et qui ensuite ont été capables d'expliciter ce qui se passait pendant les prodromes de leur crise. C'est-à-dire quand on disait « le cerveau marche et la conscience n'est pas encore en route », et non seulement ça, qui ont été capables d'utiliser cette capacité, au fond, pleinement consciente, à apercevoir certaines de leurs activités encore embryonnaires, encore incoatives, comme on dit en philosophie, de les apercevoir et de s'en servir pour agir contre, c'est-à-dire pour éviter la crise. Donc, si vous voulez, vous savez que les expériences de Libet, il y a eu des millions d'articles qui l'ont discuté. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de contre-arguments contre cette idée, le cerveau agit avant la conscience. Ce n'est pas du tout évident. Justement, par rapport à ça, je ne voulais pas aller dans ce sens-là. D'accord. On peut avoir un doute sur la façon dont on décrit la réalité de cette conscience, dans le sens où c'est une vision produite par des humains. Tout à l'heure, vous disiez la réalité objective, c'est celle qu'on peut partager. Mais si on va au-delà, la vraie réalité objective, c'est celle qu'on peut partager avec une mouche. Comme on ne peut rien partager, dès qu'on est en train de parler d'une réalité, c'est qu'on a déjà déformé le réel. Et là, pour moi, quand on oppose dans l'expérience de Libet la conscience et le cerveau, je pense qu'il y a une erreur méthodologique. C'est-à-dire qu'on aurait opposé la conscience et la non-conscience. C'est-à-dire le cerveau plus l'esprit. C'est pas uniquement, c'est-à-dire que le cerveau plus l'esprit n'est pas forcément conscient, et quand on est dans la méditation, on ouvre des sphères de conscientisation qui sont différentes que dans un travail de raisonnement. Mais l'objet d'analyse, c'est pas le cerveau biologique, c'est l'ensemble, le système. Alors déjà, je voudrais vous faire toucher du doigt un paradoxe qui est très important pour aborder ces questions-là. À un moment, vous avez parlé de l'objet conscience. Mais la conscience, si vous voulez, si elle est tellement difficile à aborder, en particulier par les sciences, c'est que précisément, la définir comme objet, c'est déjà perdre la trace de ce qu'elle est. Elle n'est pas un objet, elle n'est pas une propriété, elle n'est pas un phénomène. Pourquoi? Elle n'est pas un objet parce qu'elle n'est pas à distance de nous. Elle n'est pas autre chose que ce que nous sommes en train de vivre à l'heure actuelle. Elle est ce que nous vivons. 1. 2. Elle n'est pas une propriété parce que pour dire que quelque chose, par exemple un être humain a la propriété d'être conscient, ou un être, je sais pas, un animal a la propriété d'être conscient, il faudrait que j'ai un critère pour ça. Et tous les critères dont nous disposons sont trompeurs. Il n'y a pas de preuve absolue que l'autre soit conscient. Il n'y a pas de preuve absolue que l'animal soit conscient. Il n'y a pas de preuve absolue que qui que ce soit ou quoi que ce soit conscient. Il n'y en a pas. On n'en a pas besoin d'ailleurs. On ne cherche jamais des preuves. On vit dans une sphère de co-expérience dans laquelle nous communiquons, dans laquelle nous présupposons que l'autre est conscient. On n'a pas besoin de prouver ça. Ce n'est pas une propriété. Ce n'est pas non plus un phénomène, parce qu'un phénomène, c'est ce qui apparaît. Mais la conscience, c'est tout l'apparaître. C'est pas le bleu, c'est pas le jaune, c'est pas le rouge, c'est pas la forme. C'est tout cela à la fois.
Et donc, c'est pas un phénomène. Donc, ni objet, ni propriété, ni phénomène. Comment saisir une chose pareille? C'est même pas une chose. Et donc, on ne la saisit pas. On ne la saisit pas, et qu'est-ce qu'on fait? En pratique, dans les sciences, on fait en fait ce que Varela a très bien codifié sous le nom de neurophénoménologie. C'est-à-dire qu'on fait un va-et-vient permanent entre deux attitudes complètement distinctes et complètement opposées l'une à l'autre. L'attitude d'extrusion vers quelque chose d'autre, qui est par exemple la visée du cerveau, la visée de ce qui se passe sous le microscope ou sous le scalpel. Et puis de l'autre côté, la réintégration de notre expérience. Tout à coup, la réalisation de ce qui se passe maintenant, ici et maintenant, présent. Et là, on fait un va-et-vient, on essaye de créer ce que Varela appelle les contraintes mutuelles génératives, et on crée une nouvelle science qui est hybride, qui n'est pas une pure science subjective, et qui n'est pas, un pur savoir subjectif, qui n'est pas non plus une pure science objective, qui est un mixte, un étonnant mixte des deux. Et en fait, les neurosciences cognitives, c'est en réalité ça qu'elles font. Mais elles ne le savent pas. Elles croient être objectives, mais elles sont mixtes. Et Varela l'a prouvé. Oui, je vois l'heure qui avance, vous avez remarqué, mais il y aura peut-être d'autres questions. Votre interrogation sur cette ovni qui est la conscience est aussi interpellée. Vous connaissez certainement les travaux qui viennent de paraître sur les problématiques de la flore intestinale et la relation qu'il y a entre les comportements. Et où se niche la conscience, là? Ça, c'est une bonne question aussi. C'est-à-dire qu'en admettant que la conscience soit sous-tendue par un processus physique, naturel. C'est ce qu'on appelle une théorie naturaliste de la conscience. En admettant cela, il n'est pas du tout évident que ça soit seulement sous-tendu par le cerveau. Et voilà. De toute façon. Voilà. Ça peut être sous-tendu par tout le reste. Parce que j'entendais toutes les questions, on est quand même totalement imprégné par cette problématique que la conscience est quelque part. Oui, absolument. Alors, même quand, dans votre discours, vous avez pris toutes les précautions possibles pour ne pas la localiser, et en ne la localisant pas, on la localise. C'est comme votre expérience de l'éléphant qu'on prend dans le champ traditionnel, si on vous demande, à partir de maintenant, vous ne pensez plus du tout à un éléphant blanc. Après, vous y pensez quoi. Très bien. Ben oui, donc effectivement, alors là il y a des théories très intéressantes qui s'appellent, donc elle a déjà le embodied mind, c'est tout le corps, mais il y a aussi le extended mind. C'est-à-dire que c'est pas non seulement le corps, mais c'est tout le contexte dans lequel est plongé le corps qui contribue à l'activité mentale. Et là, du coup, on touche du doigt une vérité que connaissent bien les méditants, c'est qu'il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite entre le corps et le corps, le soi et le non-soi, etc. Mais il y a aussi, pas seulement les méditants, il y a toute la tradition phénoménologique française qui en est venue là. Peut-être vous avez lu Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, et en particulier son dernier livre, Le visible et l'invisible. C'est un livre probablement le livre que je préfère. J'avais même écrit un petit article un jour dans le magazine littéraire. On me demandait quel livre vous emporteriez dans ce livre des terres, et j'ai choisi Le visible et l'invisible de Merleau-Ponty. Eh bien, Le visible et l'invisible de Merleau-Ponty dit quoi? Il dit qu'est-ce que nous découvrons lorsque nous ouvrons pour la première fois les yeux au monde? Eh bien, c'est qu'il y a continuité entre le voyant et le visible. Le voyant, c'est nous, c'est-à-dire c'est cette espèce d'ouverture vers. D'accord? Je suis voyant, vous êtes voyant, vous êtes tous voyants. Mais autour du voyant que vous êtes, de cette espèce de trou que vous voyez au milieu de votre corps et qui vous ouvre au monde, qu'est-ce que vous apercevez? Vous apercevez des choses, mais vous apercevez aussi votre corps, vous apercevez des étoiles, etc. Il y a Merleau-Ponty dit qu'il y a une totale continuité entre tout ça, entre le voyant et le visible, et que donc la chair du corps se prolonge par ce qu'il appelle la chair du monde. Donc voilà, c'est l'idée d'une totale continuité. Il n'y a pas de limite, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le substrat de l'esprit.
si tant est qu'il y a un substrat. Juste une petite remarque par rapport à l'externalité. J'ai eu l'occasion à travailler dans des services psychiatriques et tout le travail de l'approche institutionnelle. Comment le travail sur l'institution modifie effectivement le discours du patient par rapport au vécu de ses propres symptômes. Et de comment le travail sur l'institution, pas sur le travail sur l'organisation même de l'hôpital, du service, modifie et prend en charge le patient. Et ça faisait écho, ce que vous disiez faisait tout à fait écho. On retrouvait effectivement dans l'équipe ce que les infirmiers pouvaient en dire. On revoyait, au fur et à mesure, je revoyais en vous écoutant ce que pouvaient me dire des membres de l'équipe soignante. Et là, où est la conscience? Parce que c'était le patient qui l'exprimait, et pourtant le travail, et seul le travail que nous mettions en place, était sur l'organisation institutionnelle du service et de la structure. Où est la conscience là? Alors de fait, c'est ça aussi, c'est un point très intéressant, c'est que par exemple les représentations que peut se faire un patient de sa propre maladie, et que souvent on lui projette, on lui dit voilà ta maladie c'est ça. Mais elles influent énormément sur sa façon de vivre sa maladie, de la voir évoluer, etc. La cure qu'on propose aux patients, ça aussi c'est un point que j'aime bien développer, la cure qu'on propose aux patients, on croit qu'elle est uniquement faite d'une molécule par exemple. Mais en fait non, elle est faite de tout un cycle très complexe qui inclut la molécule comme l'un de ces éléments, mais aussi le contexte à la fois culturel, hospitalier, humain et représentationnel de cette maladie. Qu'est-ce que c'est que ta maladie? Moi, je me rappelle, j'ai eu, comme tout le monde, des aventures médicales, mais ma perception de mon propre état de santé était complètement différente selon qu'on me disait ce que tu as est un cancer, ou selon qu'on me disait non, en fait, ce n'est pas un cancer. Pourtant, je n'avais pas changé, mais la perception est complètement différente. Donc, tout ça contribue, négativement ou positivement d'ailleurs, au traitement. Et si vous êtes spécialiste, en plus de ce contexte hospitalier, ça serait très intéressant et très important de se demander, de se poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les patients aient une représentation de leur propre maladie qui aide le traitement plutôt que de le mettre en danger. C'est intéressant. Oui. Oui, j'ai travaillé en contexte psychiatrique aussi. Donc ma question c'est sur la réalité. Parce que quand un patient en milieu psychiatrique dit qu'il voit des éléphants roses autour de lui, je pars du principe que c'est sa réalité et donc du coup c'est ça qui va compter, qui va compter pour moi. Et pour la représentation de la maladie, c'est peut-être ironique ce que je vais dire, mais en fait il faudrait changer toute la société. Parce qu'au niveau de la représentation de la maladie mentale pour les patients, ils ressentent énormément que les autres ils ont peur et ça c'est un vrai problème. Absolument, et du coup ça leur projette leur propre maladie. Absolument, et c'est ça qui est terrible. Et moi j'ai un exemple extraordinaire. Parmi mes amis, il y avait une amie qui avait une personne de sa famille qui avait des troubles. Des troubles depuis longtemps, une tentative de suicide et tout. Et puis un jour, 10 ans après, elle était allée voir son psychiatre qui lui a dit vous êtes schizophrène. Depuis ce temps, son comportement a entièrement changé. Elle dit je suis schizophrène, alors du coup elle s'est complètement lâchée. C'est comme une libération. Enfin, on me dit que je suis schizophrène, donc je peux faire des choses que je n'osais pas faire. C'est étonnant. Ça c'est le premier point. La deuxième chose, alors ça c'est intéressant, l'idée selon laquelle il y a une réalité du patient. Moi je pense quand vous parlez de ça, je pense à ce qu'on appelle la psychiatrie existentielle. C'est la thèse de Binswanger et d'autres psychiatres, et qui disent quoi? Que finalement, pour comprendre un patient, il faut reconstituer le monde dans lequel vit ce patient. On ne parle pas de réalité, mais de monde, le monde du patient. De même qu'on peut parler tout d'un monde d'espèces. Vous voyez, le monde de l'abeille, c'est un monde avec des couleurs de fleurs. Le monde de l'être humain est beaucoup plus vaste, ainsi de suite. Mais il y a aussi des mondes particuliers, des mondes particulier à tel et tel patient. Et donc la psychiatrie existentielle consiste non pas à
se distancier vis-à-vis du patient, mais à essayer de se mettre dans la peau du patient de façon à reconstituer ce qu'est son monde, et donc de s'inscrire dans la logique même, dans la logique interne de ce patient. Alors ça peut avoir des déclinaisons très intéressantes. Par exemple, il y a Toby Nathan et sa thérapie, si vous voulez, son ethnopsychiatrie. Et là, il se met non pas dans le monde particulier de tel ou tel patient, mais dans le monde de la culture du patient, qui déjà détermine quelques formes de son monde. Peut-être pas tout, parce que chaque patient a sa particularité, mais quelques formes globales de son monde qui sont déterminées par le patient. Donc c'est extraordinaire, ça, c'est une enquête absolument passionnante, c'est du monde des cultures, du monde de chaque patient, du monde de tous les mondes. Il n'y a pas qu'un. Il y a le monde commun à tous, mais c'est le plus pauvre, parce que s'il est commun à tous, il doit exclure toute la richesse des êtres. Et puis il y a les mondes particuliers. Oui, je vais revenir un petit peu sur ce que vous aviez dit précédemment, notamment quant au positionnement des scientifiques et des neuroscientifiques, comme vous l'appelez ainsi. Il me semble que les scientifiques ont conscience qu'ils établissent, en tout cas, qu'ils écrivent dans leurs articles quelque chose d'extrêmement partiel et qu'ils rapportent une observation à un moment donné qui est guidée par tout un contexte, y compris leur propre prise de conscience. Et je me demande si relier la mindfulness à l'humanisme, si dans cette question-là, il n'y a pas aussi un rôle de la société plus large dans la reprise qui est faite de la parole scientifique à un niveau sociétal, et si justement, par exemple, la philosophie, les philosophes n'ont pas un rôle à jouer, à se faire entendre, de manière à ce que ce ne soit pas uniquement les scientifiques et la parole scientifique qui soient reprises dans ce contexte-là. Ça, c'est très important. D'abord, effectivement, les sciences elles-mêmes, bien sûr, peuvent être incluses dans une vision humaniste, si elles se reconnaissent elles-mêmes comme une activité humaine, avec toutes les limites. Et de fait, en général, si on va voir les scientifiques dans leur milieu professionnel, et qu'on les pousse un petit peu avec des arguments philosophiques, ils disent oui, mais bien sûr, je connais. Il y a Karl Popper qui a dit que les découvertes scientifiques, les théories scientifiques sont réfutables. Et donc, je ne vais pas dire que c'est un absolu. Mais en même temps, si vous voulez, ça c'est la partie modeste. Mais la partie non modeste, c'est quand un chercheur va dans les médias et il dit, ça y est, j'ai compris le secret de... Le secret de la conscience, le secret de la matière, le secret de la vie, Et du coup, il perd totalement sa modestie. Il s'érige en autorité. Et il ajoute qu'il ne parle pas en son nom, mais au nom d'une vérité qui est au-dessus de tout être humain, qui est la vérité objective. Et donc ces deux mouvements, si vous voulez, ça déshumanise sa parole, curieusement. Alors que lui était toujours un être humain. Mais ça la déshumanise, et donc ça fait venir un petit peu les choses de côté. Alors évidemment, le philosophe, oui, c'est certainement un des rôles les plus importants, c'est toujours garder l'esprit critique, rappeler sans cesse aux scientifiques ce qu'ils devraient toujours savoir, mais qu'ils oublient de temps en temps quand ils sont sous le spot des caméras. Et leur dire, oui, mais attention, on peut leur citer Karl Popper, puisqu'ils connaissent tous Karl Popper. Karl Popper disait deux choses. Un, une théorie n'est jamais vraie, une théorie scientifique n'atteint jamais la vérité, elle s'éloigne de la fausseté. Et deux, plus une théorie est évoluée, moins elle est probable. Pourquoi? Ça paraît vraiment invraisemblable. Ça dénote une bizarrerie de l'esprit, mais pas du tout. Parce qu'une théorie évoluée, c'est une théorie qui affirme beaucoup de choses, qui prévoit énormément de choses, et donc elle est risquée. Bien sûr, elle est corroborée. Il y a des masses d'expériences qui vont être faites et qui la corroborent. Mais tout le monde sait qu'un jour ou l'autre, cette théorie, elle s'évanouit, elle cède la place à une autre. Comme la fameuse révolution scientifique au XXe siècle, où la théorie
mécanique classique, à céder la place à la mécanique relativiste et à la théorie quantique. Donc tout ça fait que il faut que les chercheurs soient en permanence au courant du statut à la fois passionnant, efficace, mais précaire de leur savoir. Et pour cela, il est bon que les philosophes le leur rappellent. Ceci dit, alors juste un point un peu polémique, c'est que moi je sais qu'il y a des chercheurs scientifiques qui aiment beaucoup les philosophes critiques, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, et qui reprochent aux philosophes d'être trop critiques, et à ce moment-là, ils préfèrent choisir certains philosophes qui leur conviennent, les philosophes qui leur disent qu'ils ont raison. Je ne dirais pas les mais il y a un peu de ça. Il y a un peu de même au Collège de France, c'est un peu comme ça que ça se passe. Les scientifiques choisissent leur philosophe préféré, pas tous. Voilà, donc il faut le faire, mais c'est pas toujours facile. Ça ne suffit pas tout à fait de la relativité de la connaissance comme ça. C'est que la société dans laquelle on est aujourd'hui amène les gens à se présenter comme scientifiques. C'est une chose absolument étonnante quand même. Concrètement, réellement, arriver et dire bonjour, je suis scientifique, soit ça exclut tout le reste, soit c'est d'une misère absolue, soit c'est une prétention incroyable, et cette affirmation-là, elle est valorisée curieusement. On est scientifique, on est chercheur. Actuellement, c'est deux termes où toutes les personnes qui se reconnaissent dans cette famille-là l'affirment dès qu'ils ont l'occasion dans une discussion. Qu'est-ce que tu fais? Moi je suis chercheur, etc. C'est très curieux parce que le chercheur est déjà un peu plus. Le spectre est plus large. Chercheur, c'est bien. Mais voilà, mais s'affirmer comme scientifique, c'est quand même un truc qui est. Moi qui me choque tout le temps. C'est une position d'autorité, c'est-à-dire, vous savez, dans un plateau télé, qu'est-ce qu'on dit? Ok, tout le monde a ses opinions, mais qu'en pense le scientifique? Exactement. Si le scientifique est là, alors il va dire la parole ultime, celle qui va trancher le débat. Mais dès qu'il se présente comme scientifique, il déclare en même temps qu'il ne pense pas. Voilà. Donc, mais il ne suffit pas de dire, comme ça une vérité scientifique, il faut aussi la critiquer. C'est-à-dire se dire quel est le bien fondé de cette vérité, d'où est-ce que je l'ai tirée, quelles sont mes méthodes, comment va-t-elle résister à de futures expériences, etc. Et ça c'est l'esprit critique au second degré, et les philosophes doivent faire leur travail aussi. Un travail de ce type-là. Les philosophes, théoriquement, c'est les empêcheurs de tourner rond. Mais ils n'ont aucune autorité, évidemment. Et c'est normal.